invités pour tenter de décrypter l'ampleur et la portée de ces événements qui pourraient redessiner le paysage social et politique marocain. Et nos invités ce soir sont M. Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. M. Saïd Ayachi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Salam, merci pour votre invitation. Nous avons également avec nous M. Hassan Qassimi. Vous êtes expert en questions géostratégiques. M. Qassimi, bonsoir et merci d'être là ce soir. Moi qui vous remercie. Et également avec nous, Sami Qaidi, expert des questions internationales. Sami, bonsoir. Bonsoir Hassan, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Très bien. Alors, Monsieur Hassan, c'est Monsieur Qassimi. Sinon, le Maroc, des manifestations, il en a connu depuis des années maintenant. Je veux dire, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui distingue les manifestations d'aujourd'hui, Monsieur Ayachi? Alors, vous faites bien de préciser qu'effectivement, le Maroc a connu des manifestations, j'allais dire presque quelquefois journalières, sinon au moins hebdomadaires, depuis maintenant 5 ans, 5 années consécutives. Elle avait pour raison deux choses essentielles. La première, c'est d'abord la précarité, la dégradation du pouvoir d'achat. Depuis maintenant, il y a une sécheresse récurrente au Maroc, il y a l'augmentation du coût de l'énergie, il y a la rentabilité de certains espaces comme l'agriculture qui sont trucs. Donc, l'économie marocaine s'est sinistrée, c'est quasiment sinistré. La deuxième raison, c'est la normalisation avec l'entité sioniste. Le peuple marocain est profondément attaché à la cause palestinienne, peuple musulman s'il en est, qui croit que son roi est le président du comité Al-Quds pour lequel il n'a rien fait, et par conséquent, tout cela a fait que lorsque le régime marocain accueille les criminels de Tel Aviv sur les tapis rouges, évidemment, il le refuse. Il le refuse d'être sacrifié économiquement. Il refuse aussi d'avoir été quasiment trahi par son roi et son gouvernement. Très bien. Alors, Monsieur Qassimi, ces manifestations, on peut aussi dire qu'elles se distinguent de par leur ampleur. Elles s'étendent à plusieurs villes. Le nombre de manifestants a aussi augmenté. Qu'est-ce qui les distingue aussi, Monsieur Qassimi? Ce qui est nouveau dans cette manifestation, et il faut absolument le souligner, c'est qu'il y a une manifestation qui est portée par la jeunesse. Donc c'est la jeunesse qui est sortie dans la rue pour exprimer un peu son ras-le-bol d'une monarchie kleptomane, d'une monarchie qui a appauvri un peu toute la population marocaine. Et vous devez savoir que le Maroc, dans les classements internationaux, figure parmi le pays le plus inégalitaire du monde. Il y a vous avez à peu près 80% de la population marocaine qui est dans le dénuement et la pauvreté, et vous avez pratiquement 20% de Marocains qui monopolisent toute la richesse, tous les revenus de ce pays. Donc il y a actuellement une fracture très importante. Cette image de cohésion nationale qui a toujours été vendue par les lobbies sionistes marocains, voulant faire croire que le Maroc se porte bien, que c'est un pays qui est en train de se développer, qui est un pays qui connaît la sérénité, la stabilité, tout ça est parti en l'air et a explosé avec ce qu'on est en train de voir actuellement et qui va remettre en cause beaucoup de choses. Beaucoup de choses, à savoir que la monarchie marocaine ne peut plus continuer à mentir pour dire que le Maroc est un pays qui se développe et que le pays respire la stabilité. Tout cela est faux. Nous venons de voir ces manifestations, une jeunesse qui est sortie pacifiquement d'ailleurs, faire des manifestations et qui réclame plus de justice, qui réclame le changement. Et dans le changement, vous savez, la liste peut s'allonger et on peut se retrouver dans quelques jours avec le départ de la famille, la demande ou l'exigence du départ de la famille royale marocaine. Donc la contestation, elle est ouverte, elle se développe, elle est pratiquement dans toutes les villes du Maroc, et c'est ce qui a un peu surpris les autorités du Makhzen, qui sont un peu sur leur garde et qui s'attendent au pire. Très bien. Alors, Sami, ces principales causes de ces revendications sont politiques, sociales, économiques ou un mélange de ces trois?
Parce que, pour vous répondre clairement, elles apparaissent comme étant éminemment économiques actuellement. À un certain moment, elles étaient purement socio-économiques, exactement, parfois politiques, mais cette fois-ci... elles démarrent comme étant économiques, mais il convient de signaler que toute contestation économique finit toujours par s'étendre au volet politique. Et quand on parle d'économie, on met la lumière sur quelque chose d'assez clair, net et précis, et qui est la mauvaise gestion du Merzen, un désastre économique. Mohamed VI était qualifié par la presse aux ordres et par la presse occidentale de roi des pauvres. En réalité, c'est le roi qui a appauvri le Maroc, et les chiffres sont sans appel. Ces 3 dernières années, plus de 3,2 millions de Marocains ont basculé dans la pauvreté. Ce taux de pauvreté est passé de 1,7 à 4,9. Donc en réalité, la pauvreté a explosé au Maroc. Les contestations, même si le mouvement est né sur une plateforme Discord, en réalité c'est celle des gamers, la génération Z, donc cette génération de jeunes, pas forcément politisés, mais au-delà de ces questions économiques, il y a les questions politiques qui sont sous-jacentes. En réalité, c'est la malvie. On a pu voir comment en septembre 2024, soit un an, il y a eu une fuite collective. Des Marocains ont tenté de quitter par tous les moyens le territoire marocain à destination de l'enclave espagnole de Ceuta pour exprimer leur ras-le-bol. Au même moment, il y a de nombreuses manifestations dans le Maroc profond, celui qui vit encore au Moyen-Âge. On a pu voir que lors du tremblement de terre de Marrakech et d'El Haouz en 2023, soit il y a 2 ans, on a pu voir des villes, mais vivant encore il y a 100 ans en arrière. Et donc, au-delà de ces questions économiques, il y a aussi le fossé qui s'agrandit entre les élites du Merzen, celles qui vivent des prébendes de la holding royale. D'ailleurs, il y a eu cette affaire qui était extrêmement illustrative avec Mounir El-Majidi, qui est ce secrétaire particulier du roi et qui bénéficiait d'un salaire mirobolant, plus de 120 000 euros mensuellement. Monsieur Ayachi, comme le disait Monsieur Qassimi, pour une question d'image, le Maroc a beaucoup investi dans le soft power, dans la culture, dans le football surtout, rappelant que le football est un peu l'opium des peuples, au détriment d'un véritable développement. C'est une réalité qui a fini par le rattraper aujourd'hui. Parce que c'est une vitrine qu'il voulait se construire, bien entendu, et pour qu'il soit vendu à l'extérieur et pour accréditer la thèse de ce pays le plus attractif de l'Afrique du Nord. Laissez-moi, avec votre permission, revenir très rapidement sur vos premières questions, parce qu'on n'a pas dit que, en réalité, les manifestations présentes en ce moment, dans des grandes villes du Maroc qui sont appelées à s'étendre, Casablanca, Agadir, Rabat, Marrakech, bien sûr, sont des témoignages d'un délabrement encore plus grand de l'économie marocaine et de la vie sociale marocaine. Entre autres, ce qui est dénoncé ouvertement, c'est le secteur de la santé et le secteur éducatif. Le secteur de la santé, vous savez que ça a démarré, ça a été le facteur déclenchant la mort de 8 femmes à l'hôpital, enceintes à l'hôpital d'Agadir, qui sont mortes après des césariennes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait plus faire des césariennes au Maroc et que des femmes sont mortes les unes après les autres, quasiment. Et puis, il y a ces classes, la rentrée scolaire, comme partout dans le monde, en tout cas, classes surchargées ou enseignants absents. C'est-à-dire une dégradation qui atteint une limite insupportable pour les citoyens, aussi, j'allais dire, modestes soient-ils, aussi pauvres soient-ils. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, maintenant ces manifestations sont venues accrédité d'un pourrissement de la vie économique marocaine, de la vie sociale marocaine. Et elle témoigne que, en fait, ce qu'on dit sur une carte postale qu'on veut absolument véhiculer à l'étranger est loin du compte, tout à fait loin du compte. Quand c'est le peuple, dans son immense majorité, qui sort de façon, j'allais dire, répétitive dans la rue pour crier son ras-le-bol, pour dénoncer
maintenant, pas seulement le cadre de vie qui s'est dégradé, le chômage des jeunes est à 30%. L'inflation, elle est à 16%. Et donc, vous voyez très bien que ces indicateurs économiques sont les plus catastrophiques qu'on puisse imaginer pour un pays du Sud. Et de ce côté-là, tout simplement, maintenant, j'allais dire, sans jeu de mots, le roi est nu. Et par conséquent, voilà, le Maroc, sous ses véritables aspects. On reviendra tout à l'heure, bien entendu, sur une autre dimension, qui est la sionisation de la vie politico-socio-économico-marocaine. Oui. Monsieur Qassimi, je vous donne la parole, mais je voudrais aussi vous poser cette question. Il y a eu plusieurs manifestations socio-économiques, parfois des manifestations pour la solidarité avec les Palestiniens, pour dénoncer justement la normalisation avec l'entité sioniste. Est-ce que ces différents mouvements peuvent s'influencer et peuvent s'alimenter? Vous savez, nous ne sommes pas, comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, nous ne sommes pas dans des revendications économiques et sociales, nous sommes dans des slogans politiques. Donc il y a une contestation politique d'un ordre établi, injuste, inégalitaire. Et surtout que cette manifestation qui se distingue des autres manifestations par le fait qu'elle est portée par des jeunes. Elle s'appelle Gen Z de 212. Gen, c'est génération. Z, c'est toute la génération qui a entre 17 et 20 ans, donc c'est des jeunes, ouais. Et 212, c'est l'annuaire téléphonique international du Maroc. Donc vous voyez que pratiquement c'est une manifestation qui sort du lot, qui est portée par des jeunes et qui va faire très mal à la monarchie du Maroc. Un autre point très important au sujet des causes, c'est qu'il y a un désinvestissement dans les services publics, dans tous les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique. Il y a pratiquement une crise profonde en matière d'alimentation en eau potable. Les routes, il n'y a pas de routes. Il n'y a pas d'hôpitaux. Et vous avez vu la qualité des prestations de services publics dans les plus de 8 femmes qui sont mortes dans des conditions qui sont horribles. Je peux vous le dire, parce que je suis parti à Marrakech, je suis allé avec un ami à l'hôpital de Marrakech, le plus grand hôpital du Maroc. On s'est enfui du service des urgences, tellement l'état de la situation était catastrophique. Il y avait du sang partout, il y avait des saletés par terre, et c'était des conditions horribles. Et vous voyez à peu près dans quelles conditions sont en train de se faire soigner les Marocains, qui sortent d'ailleurs de manière légitime à justice pour exprimer une colère très profonde contre une monarchie qui ne gère plus les affaires de la nation, mais qui gère beaucoup plus, comme l'a dit Selayachi tout à l'heure, d'autres intérêts de lobby sionistes et de lobby étrangers qui font que les Marocains ne se sentent plus Marocains chez eux, qui se sentent étrangers, fugitifs, et bien réfugiés sans statut. Alors, M. Qassimi parle des jeunes. C'est vrai que majoritairement, ces manifestants sont des jeunes. Mais si on regarde un peu en profondeur, quelle est la composition démographique de ces manifestants ? Effectivement, on voit de tout, on voit des vieilles, on voit des vieux. Des jeunes essentiellement, mais effectivement, à cela s'agrègent d'autres catégories de la population, des femmes, de différentes classes sociales aussi, c'est plus important. C'est-à-dire, la classe moyenne est quand même visiblement présente en masse, mais également une partie de la classe moyenne supérieure, les enseignants universitaires, etc. Les femmes de la bourgeoisie des grandes villes du Maroc. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans tout cela, c'est qu'il y a plusieurs mouvements qui s'agrègent. On a pu constater que ces dernières semaines, le terreau de la contestation au RIF est revenu aussi de plus belle, avec des manifestations, des contestations, des émeutes également. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que des slogans commencent à émerger avec justement, quels sont les principaux slogans Un slogan qui m'a beaucoup marqué, c'est... Et c'est en droite ligne de la future Coupe d'Afrique des Nations. On ne veut plus de stades, on veut des hôpitaux. Exactement, on ne veut plus de stades, on veut des hôpitaux. Et ça, c'est assez révélateur du malaise, du mal-être d'un pan entier de la population marocaine. Au même moment,
la question de la normalisation a créé encore une certaine rancœur, si je puis dire. Pourquoi? Parce que de nombreux Marocains et Marocaines se font chasser manu militari de leurs propriétés même terriennes, etc., au profit de sionistes qui reviennent revendiquer leur territoire. Donc ces Marocains se sentent effectivement étrangers dans leur pays, et à cela il faut rappeler l'absence totale du Maroc. Et il passe plus son temps en villégiature ou à l'étranger plutôt qu'au chevet de son peuple qui est en souffrance actuellement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la contestation actuellement n'épargne plus aucune région du Maroc. Le Maroc des grandes villes, comme celui des campagnes, comme celui des zones reculées. Donc là, il y a une convergence des luttes. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Et c'est là où ça peut également déboucher sur quelque chose de totalement nouveau. Monsieur Qassimi, je voulais uniquement apporter une précision importante, c'est que cette contestation, elle est portée par des jeunes qui sont très connectés, très instruits, qui sont mûrs. J'allais y arriver. Et aussi, il y a bien sûr l'université. Les jeunes qui sont dans l'université sont aussi dans la rue. Ça, c'est très important. Et c'est eux qui vont porter un peu cette contestation et cette fronde contre un Barzane qui est immobile et qui a abandonné pratiquement en détresse toute une population. Et vous avez aussi la situation, vous savez que maintenant le monde est une maison transparente. Les Marocains voient ce qui se passe en Algérie et ils sont au courant des mesures qui ont été prises depuis les 5 dernières années concernant la prise en charge des populations, l'écoute des populations, le développement des services publics, les investissements qui sont très forts sur le plan social et économique, et où c'est des populations marocaines qui voient une différence très importante entre une population marocaine qui est complètement abandonnée par le Barzane et une population algérienne qui bénéficie bien sûr du développement, de moyens financiers très forts, très importants pour améliorer la qualité et bien sûr le statut et le standing des Algériens. Ouais. Alors, M. Qassimi a parlé du collectif Génération Z212. Quel rôle jouent les réseaux sociaux et les plateformes numériques justement pour la mobilisation et la diffusion de l'information? Un rôle fondamental. Oui. Un rôle fondamental. On le sait maintenant aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus un facteur important dans la vie sociopolitique d'un pays, mais même à l'échelle internationale, parce que le monde est devenu un grand village où tout le monde est connecté, où il y a des... Et cela est d'autant plus important. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a un caractère de jeunesse parce que ce sont des jeunes qui sont plus en fait, j'allais dire, l'outil informatique et numérique. Et c'est important. C'est comme si c'était les manifestations qu'on a connues depuis maintenant à peu près 4 ans et demi même, basés sur la précarité et le refus de la normalisation, sont repris en charge maintenant par des jeunes. Avant, les gens sortaient pour crier leur ras-le-bol, pour protester, pour vociférer dans la rue. Maintenant, c'est autre chose. Les choses s'organisent autrement. C'est sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, par les jeunes qui donc... Et donc, cela d'abord augure d'une chose, c'est que ça peut s'élargir et ça doit s'élargir beaucoup plus à l'échelle de tout le Maroc, et surtout elle va probablement recevoir des soutiens d'autres jeunes d'autres pays, parce que en fait ce que dénoncent ces jeunes-là en priorité, c'est l'injustice sociale. L'injustice sociale qui est un ferment extraordinaire, qui est un carburant essentiel pour toutes, j'allais dire, les manifestations dans les inégalités, contre les inégalités sociales. Et donc, ils sont appelés, ces jeunes-là, à faire tache d'huile, d'une certaine façon. J'ajouterais, si Hassan a dit quelque chose de très important en ce qui concerne le comparatif avec notre pays, et là aussi, les réseaux sociaux jouent un rôle important, en plus des médias, bien entendu. Chez nous, il y a non seulement, Hassan voudrait te compléter si tu le permets, il y a aussi l'allocation chômage qu'ils n'ont pas. Et il y a évidemment la médecine gratuite et de qualité. Le logement gratuit. Le logement qu'on distribue. Gratuit. La comparaison est insoutenable pour la médecine gratuite. Vous savez qu'au Maroc, la médecine n'est pas gratuite. Bien sûr. Ils n'ont pas de carte Chifa.
Ils payent le médicament. Bien Vous sûr. savez, nous sommes dans des situations où nous avons Et ça, c'est le Moyen-Âge au Maroc, et l'Algérie, c'est un pays qui est entré de plein pied dans le statut des pays qui sont émergents. Tout à fait. Le premier électrochoc a été aussi le séisme de Marrakech et la prise en charge des sinistrés Vous savez qu'il y a des gens sinistrés qui n'ont pas été qui n'ont relogés pas jusqu'à été maintenant. relogés jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des gens, 2 ans après, auxquels on n'a pas rendu visite. Aucune autorité, quelle qu'elle soit, quel que soit son statut et son niveau, ne leur ont pas rendu visite. Tout ça peut faire que ces jeunes peuvent jouer ce rôle de locomotive. Je pense que c'est et un tous facteur ces mouvements-là déclenchant. vont converger vu qu'ils ont le même but. Je pense que c'est un facteur déclenchant important, d'autant plus que leurs slogans sont bien calibrés, d'autant plus que leurs raisons, leurs motifs sont recevables, éminemment recevables, et surtout avec donc la connectivité. Et il y a à parier que cela va s'étendre. À côté de cela, bien sûr, il y a une vacance du pouvoir qui est importante, et ceci peut entraîner des situations incontrôlables. La réaction des autorités marocaines, pour vous, vous la trouvez comment? Plus violente que d'habitude? C'est bon, nous savons tous que c'est la seule voie que connaît le Marzane pour répondre à ce genre de manifestation, mais si elle est plus violente, et c'est à vous que je pose la question, est-ce qu'elle dénote de quelque chose? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une panique qui... L'esprit part, répressif colle à la peau de ce régime tyrannique et colonialiste, il ne faut pas l'oublier. Le régime marocain a emprisonné de nombreux manifestants. D'ailleurs, même l'association marocaine des droits de l'homme a condamné, a appelé, a parlé de répression. On a pu voir que même des personnes âgées se font littéralement, et permettez-moi l'expression, tabasser en pleine rue. Donc, effectivement, ça peut dénoter d'une peur, d'une volonté aussi d'étouffer la contestation. Or, ça ne va que, je pense, agrandir et amplifier la contestation, d'autant plus qu'il y a des facteurs qui sont sans appel. Vous savez, ces 3 dernières années, 50 000 PME ont mis la clé sous la porte. Donc vous imaginez un peu cela. L'éducation est le parent pauvre des budgets marocains. Seulement 0,8% du PIB marocain est réservé à l'éducation. Et la répression, elle est connue au Maroc. Il y a des prisons secrètes. On va pas parler de Tazmamart, on va pas parler des militants rifins qui se font, qui disparaissent et dont les proches n'ont plus aucune nouvelle. Et aujourd'hui, on a pu voir effectivement de nombreuses arrestations. On parle de plus de 100 personnes arrêtées. Des centaines. Et des centaines aussi. Mais 100 juste pour la journée de dimanche. Donc vous voyez que la machine de répression s'est mise en branle et que personne n'y échappe, même des personnes âgées, vous vous rendez compte. Ça nous fait un peu rappeler un peu la sauvagerie et la barbarie du régime sioniste. C'est à peu près quelque chose d'intéressant, Samy, chose d'intéressant. Évidemment, les manifestations ont été violemment réprimées, ça ne peut pas changer, c'est le Barzane et sa police. Mais quelque chose de très intéressant, la plupart des gens qui ont été interpellés ont été relâchés. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur que si la répression doit prendre, il y a un phénomène d'entraînement, de boules de neige, bien sûr, et cela peut amener, encore une fois, à des situations incontrôlables. Et donc, on essaie, d'une certaine façon, de négocier, entre guillemets, entre ces jeunes pour voir s'il y a moyen de les amadouer, s'il y a moyen de les faire rentrer chez eux, etc. Évidemment, c'est un pari, j'allais dire, perdu d'avance, parce que les jeunes sont bien organisés, et on voit que, donc, le Marzane, d'une certaine façon, a pris conscience de la gravité de la situation. Maintenant, il n'a pas le contrôle de la situation. D'autant plus que, très rapidement, d'autant plus que de nombreux témoignages circulent actuellement sur plusieurs plateformes des réseaux sociaux, notamment Twitter, X actuellement, ex-Twitter, où des citoyens marocains parle d'intimidation, de menaces, notamment à l'adresse des proches des manifestants. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Malgré cette répression, on a l'impression que le peuple marocain, anesthésié à un certain moment,
aujourd'hui a vaincu sa peur, il n'a plus peur de cette répression. Il faut savoir que la répression au Maroc, elle remonte à Hassan II. Hassan II, c'est un tyran qui a tyrannisé sa population pendant des décennies. On connaît les prisons secrètes, Azmamart, l'assassinat de l'élite politique marocaine, et Bambarka aussi fait partie de ceux qui ont été éliminés par le Mossad et par les services marocains. Et vous devez savoir que l'histoire est un éternel recommencement, qu'en matière de répression, le Maroc va revenir aux anciennes pratiques. Il va essayer par tous les moyens de se faire aider par le Mossad et d'aller vers des éliminations physiques de l'élite qui est actuellement dans la rue et qui réclame un peu le changement, bien sûr, la dénonciation de la corruption qui est endémique au Maroc. Et là, ce sont pratiquement, c'est un mouvement qui est en train de grossir comme une boule de feu, et la répression ne viendra pas à bout de la contestation sociale et politique au niveau du Makhzen, qui est pratiquement pris de panique et qui ne sait plus comment réagir. Ce qui fait un peu peut-être la force aussi de ce mouvement, c'est que il n'y a peut-être pas de leader, hein. C'est un mouvement qui n'est pas c'est une structure qui n'est pas identifiable, qui est un mouvement horizontal et spontané. C'est ce qui Parce va. qu'il est spontané. Oui. C'est ce qui son va rendre caractère justement le plus truc. la tâche un peu plus. C'est les mouvements les plus purs et les plus durables. Justement. C'est spontané parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a trouvé chez les plus grands nombres le même motif et la même truc qui lie les gens. Et donc cela va donner de la durabilité à ce mouvement. Le fait aussi qu'il est piloté par la jeunesse, ça a du souffle, donc il s'inscrit dans la durée. Et puis, les motifs que réclament, que dénoncent les manifestants ne sont pas prêts d'être résolus par le Makhzen, parce qu'il fait face à une situation dont il n'a pas le contrôle. C'est pas du jour au lendemain que la situation sociale des gens va être améliorée. C'est pas du jour au lendemain qu'il y aura une justice sociale. C'est pas du jour au lendemain qu'on va construire des hôpitaux. Et donc, cela va s'inscrire dans la durée et menacer la stabilité du régime lui-même. Et comment on réagit, les organisations de défense des droits de l'homme, les partis politiques dits d'opposition par rapport à ces manifestations? Est-ce que le citoyen se sent représenté par ces élus pour porter un peu ces revendications, ou justement c'est cette absence-là qui a fait qu'il s'est tourné vers les réseaux sociaux? Oui, je suis persuadé que l'échiquier politique marocain est totalement verrouillé. C'est une dictature moyenâgeuse avec un système monarchique absolutiste. Il n'y a aucune représentation. Les mouvements politiques font que de cosmétique, si je puis dire. De la figuration. Et de la figuration, bien entendu. Donc je pense que la contestation s'est aussi cristallisée avec un dégagisme, si je puis dire, avec le rejet des figures qui gravitent aussi autour du roi et du système monarchique. On a la figure d'Akhanouch, qui est l'actuel Premier ministre marocain, et qui est de plus en plus et constamment décrié parce que c'est un oligarque, un corrompu, c'est quelqu'un qui vit autour des prébendes du système. D'ailleurs, sa fille Kenza était impliquée dans de nombreux scandales de corruption, avec également des salaires mirobolants, et c'est une famille qui a toujours vécu autour de l'argent et qui ne se cache pas, c'est-à-dire qui met en valeur leur richesse dans un pays qui vit avec, encore une fois, avec une pauvreté impressionnante. C'est pas moi qui parle, c'est l'Afreximbank met le Maroc comme étant le pays le plus endetté du continent africain, avec une dette dépassant les 69 milliards de dollars selon les derniers chiffres. Et à cela s'ajoute un coefficient de Gini assez défavorable, c'est-à-dire ça met en valeur les inégalités, et effectivement le Maroc est le pays le plus inégalitaire d'Afrique du Nord. Pourtant, M. Ayachi, certains disent que, contrairement à un certain moment, ces manifestations ne ciblent pas que Akhanouch et le gouvernement, mais maintenant, on ose défier même la monarchie. C'est les régimes dans son ensemble. Oui. Laissez-moi vous dire d'abord que votre question à propos de la réaction de la classe politique est très pertinente. Pourquoi? Parce que on a vu
bien sûr timidement et en mettant les gants qu'il faut pour ne pas déplaire au palais royal, des réactions timides du parti islamiste, du parti socialiste, ce qu'il en reste, hein, oui, bien entendu, mais qui veulent d'une certaine façon justifier, mais du bout des lèvres, ce mouvement de jeunes, parce qu'ils craignent la réussite de ce mouvement. Ils ne voudraient pas se trouver marginalisés par la dynamique de ce mouvement. Et donc déjà, d'une certaine façon, ils prennent une assurance sur l'avenir. Donc regardez comment les politiques sont toujours à l'affût des trucs. Bien entendu. Ménager le chou et la chèvre oui, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tout à fait. C'est ça le problème. Et donc, je crois que nous avons assisté à cette branca qui se développe et qui est appelée à se développer encore davantage et qui a cassé le mur de la peur vis-à-vis du régime marocain. Et je crois même que la sacralité de la personne du roi est touchée, d'une certaine façon. D'abord, elle a été très écornée par la normalisation. Comme je le disais tout à l'heure, le roi, rappelons-le, est le président du comité Al-Quds. Il n'a jamais, ni son père, ni lui-même, ils n'ont jamais rien fait pour la ville d'Al-Quds. Profané, souillé par les sionistes à plusieurs reprises, menacé même de destruction, etc. Et le président du comité Al-Quds n'a jamais rien fait, ni mobilisé, ni sensibilisé autour de cette question. Le peuple marocain est un peuple profondément croyant et très attaché à la cause palestinienne, et par conséquent, il n'a jamais pardonné à son roi. D'une certaine façon, il l'a trahi. C'est comme ça que, si le terme n'est pas dit, c'est comme ça que c'est rendu dans la rue, puisque le rejet de la normalisation est très puissant au Maroc. Et par conséquent, déjà, donc l'image du roi a été écornée depuis la normalisation. Je crois qu'avec maintenant cette dégradation importante, gravissime même, du cadre de vie, va encore plus toucher la personne du roi, qui d'ailleurs de toute façon n'est pas là. Oui. Alors les manifestants sont aussi constitués, comme vous le disiez, M. Qassimi, d'étudiants. Hein, et ces étudiants, ils ne sont pas dupes. Hein, le jeu malsain des soi-disant partis d'opposition, ils l'ont compris. Vous savez, ces jeunes-là, on peut les appeler les jeunes loups de la contestation sociale qui arrivent pratiquement à entrer par effraction. Et là, les partis d'opposition sont surpris. Ils sont surpris par cette situation nouvelle. Et d'ailleurs, on a vu d'ailleurs le parti de la justice islamiste, de la justice et du développement, qui a essayé de surfer un peu sur cette contestation et de récupérer le mouvement. Mais impossible de le récupérer pour la simple raison que c'est un parti qui a d'abord connu avoir signé les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Donc, le parti islamiste marocain est définitivement décrédibilisé pour avoir soutenu une alliance avec l'entité sioniste qui a provoqué des massacres à Gaza et des génocides et des crimes de guerre. Maintenant, pour l'image de marque du roi, vous devez savoir que la dernière sortie du roi du Maroc pour essayer de lancer quelques projets, il a été boycotté par la population. La population, tout le long du circuit du roi, personne n'est sorti. Chose qui était inimaginable à un certain moment. Personne n'est sorti. Maintenant, le fameux slogan, Aïch el Malik, personne ne le porte, personne ne le crie dans la rue. Et maintenant, on voit d'autres slogans qui sont beaucoup plus progressistes. Et là, c'est la fracture entre une monarchie qui est en train de s'effondrer et des jeunes loups, jeunesse marocaine qui est en train de sortir dans la rue pour prendre le pouvoir et restituer le pouvoir au peuple. Sami Qaïdi, puisque vous êtes journaliste, je le rappelle, je vous pose donc cette question. Comment les médias marocains et internationaux couvrent ces événements? Alors, commençons d'abord par les médias marocains. Les médias marocains sont plutôt dans une position attentiste et silencieuse, tandis que la presse internationale, et ça c'est une nouveauté, qui a l'habitude quand même d'encenser le régime marocain, qui est bien entendu occidentalo-compatible, cette presse-là, pour la première fois, a ramené
et à rapporter fidèlement les faits, en parlant aussi de la répression, en parlant de la multiplication des manifestations. J'ai pu voir notamment la presse belge, la presse italienne, la presse espagnole. La presse espagnole s'est beaucoup mobilisée par rapport à ces manifestations, faut-il le rappeler. Et voyez-vous, Hassan, il y a un élément qui me revient, parce qu'on a parlé tout au long de cette émission de cette peur, panique du Makhzen, et en réalité, elle se matérialise également avec la diabolisation des pays voisins. On a vu que ces dernières semaines, ces derniers mois, le régime marocain diabolise notre pays, l'Algérie, diabolise également la Tunisie voisine, diabolise également le peuple sahraoui, diabolise le peuple mauritanien. Donc tout cela s'inscrit également dans une logique de fuite en avant, une logique aussi de détourner le regard du peuple marocain de sa triste situation vers finalement les pays voisins. Et ça, c'est très révélateur de l'état de panique qui agite le palais, si je puis dire. Alors Samy, vous avez parlé de la Belgique, de l'Espagne. Oui. Vous n'avez pas parlé de la presse française par omission, ou c'est parce que c'est justement des médias qui obéissent à une autre logique? Je voudrais vous entendre justement sur ça. C'est très intéressant. Effectivement, la presse française répond, surtout quand il s'agit du Maroc, à une logique assez propre, assez incompréhensible. Ouais. Mais là, particulièrement, j'ai pu voir que beaucoup de titres se sont mobilisés, ont parlé, et ce n'est pas nouveau. Ça fait quelques semaines, on a pu voir les articles du quotidien Le Monde qui parlent d'un crépuscule du règne de Mohamed VI et de cette guerre de succession qui fait rage au Palais Royal. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même, malgré les a priori et les partis pris de cette presse hexagonale, on a pu voir quand même un changement de ton assez intéressant à étudier. M. Hayachi, c'est annonciateur de quelque chose? Absolument, absolument, le terme est juste. J'ai la faiblesse de croire que c'est un autre indicateur de la gravité de la situation, parce qu'il faut bien maquiller les choses. En réalité, le Maroc, on le sait encore beaucoup plus dans le dossier du Sahara occidental, le Maroc a toujours bénéficié, et beaucoup en avance sur d'autres pays, de l'assistance des réseaux médiatiques sionistes. Il a toujours aidé dans la carte postale dont on parlait tout à l'heure. C'est à travers ces réseaux sionistes qu'il a vendu en Occident, bien sûr. Le Maroc, terre de liberté, terre de tolérance, etc. Tout ça. Et cette fois-ci, quand même, il y a eu quelques réactions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas échapper à une réalité qui risque demain de déborder, de décrédibiliser les organes de presse eux-mêmes. Et donc, ils prennent un peu leur truc. Ça veut dire, le feu est à la maison. Il faudra peut-être faire attention. Moi, je voudrais, avec votre permission, peut-être que c'est dans votre question, j'ai parlé tout à l'heure de sionisation de la vie politico-sociale marocaine. Et l'un des derniers, vous savez que le droit hébraïque est introduit dans le droit marocain. Vous savez que les terres marocaines... Cité dans la constitution marocaine. Pardon? Le droit hébraïque est même cité dans la constitution marocaine. Oui, il est maintenant, vous allez, si vous êtes de confession israélite, vous êtes jugé au Maroc selon le droit hébraïque, ce qui est anormal, c'est une atteinte à la souveraineté, puisque c'est un domaine régalien. Et donc, vous avez l'économie, bien sûr, l'agriculture, etc. Et le dernier espace qui a été pénétré par la sionisation, c'est l'université. Oui. On a introduit la pensée juive, la pensée hébraïque, le sionisme, bien entendu, de façon sournoise et pernicieuse. Et j'ai la faiblesse de penser que aussi les jeunes Marocains ont réagi à cette percée du sionisme dans l'université pour dire full stop, il y en a marre, il faut s'arrêter. Et là, donc, il peut y avoir ce phénomène d'entraînement dont on a parlé tout à l'heure, et les choses peuvent évoluer défavorablement pour le Palais Royal et le Makhzen. Monsieur Qassimi, la communauté internationale, elle réagit comment face à ces manifestations? Les capitales occidentales, l'Union européenne, soucieuse des droits de l'homme pour certains et qui ferme les yeux pour
ça... Vous savez que l'immunité dont a bénéficié la monarchie du Maroc sur le plan particulièrement en Europe et dans d'autres pays est en train de s'effondrer pour la simple raison, vous voyez que beaucoup d'articles, y compris en France, sont en train de reprendre un peu ce qui se passe au Maroc et le drame que subit la population marocaine. Et je voudrais citer l'un des journaux les plus emblématiques de France, c'est Le Monde, qui a publié dernièrement une série d'articles publiant et dévoilant aussi un nombre important de scandales qui se sont déroulés au Maroc et qui éclaboussent la famille royale. Donc cette immunité est en train de s'effondrer. Il y a un autre point très important, c'est aussi le cabinet noir du Makhzen qui est en train de paniquer, qui risque de s'effondrer. Vous devez savoir qu'il y a un cabinet parallèle, que c'est le véritable pouvoir au Maroc du Makhzen, qui est dirigé par Azoulay. Il est dirigé à Azoulay et Azoulay a 6, l'équivalent, André Azoulay a 6, dans 6 personnalités qui relèvent du monde des affaires, des banques et de la finance qui dominent pratiquement toute cette monarchie. Et c'est, bien sûr, il y a derrière cette boîte noire, il y a l'incontournable, l'incontournable Abdellatif Hammouchi, qui est patron de la police et aussi patron de la DST, de la direction de la sécurité du territoire. C'est l'incontournable Hammouchi, qui est spécialiste dans les coups bas, dans les éliminations, et aussi dans les coups fourrés. Vous avez vu le dernier coup d'État qu'on a enregistré au Maroc, au Mali. Les lobbies de la cocaïne et du hashish sont derrière ce coup d'État et qui a permis à une bande de malfaiteurs et de renégats de prendre le pouvoir dans ce pays. Donc vous voyez à peu près que c'est l'alerte générale au niveau de la monarchie et dans les fondements de cette monarchie sont en train de s'ébranler et qui risquent de s'écrouler, de s'effondrer à tout moment. Oui, ça mieux. Entièrement d'accord, tout a été bien dit. À cela, j'ajouterais que le rôle de El Himma, qui est le conseiller personnel du roi, qui a également... D'ailleurs, il figure dans ce cabinet. Voilà, il figure. El Himma, il figure dans le cabinet noir. Dans ce cabinet noir. Et effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une prise de pouvoir des sécuritaires et un cabinet noir qui est en train de diriger le Maroc, en l'occurrence, tout droit vers le mur. Et ça, c'est un élément qui commence à être très visible, à se renforcer par ailleurs. Et qu'est-ce qui est aussi... il y a un élément qui est important aussi à relever. C'est que dans tout ce contexte-là, il y a une remise en cause de plus en plus de fondements sacrés, c'est-à-dire la personne du roi est de plus en plus décriée, elle est de plus en plus tournée également en dérision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette lutte au sommet du pouvoir, parce qu'on l'a évoqué brièvement avant, mais ça nous dit beaucoup de choses. Nous avons un prince héritier qui est complètement déconnecté, qui est un genou, si j'ose dire, et qui se retrouve face à tout un système mafieux, à une famille, notamment ses tantes, qui jouent un rôle prépondérant et qui veulent imposer un peu leur dauphin. Tout cela avec la bénédiction de M. Azoulay. Alors, moi, je me pose une question, M. Ayachi. Est-ce que, justement, ce système peut compter sur ses soutiens, en l'occurrence l'entité sioniste, et puis Paris qui a dit clairement qu'elle comptait faire jouer au Maroc le rôle qu'elle ne peut plus jouer en Afrique? Est-ce qu'elle peut toujours compter sur ces deux soutiens? Est-ce que c'est suffisant pour maintenir justement ce régime en place? Mais moi, je suis de ceux qui pensent que le Maroc est toujours un protectorat français. Oui. Il n'a jamais cessé de l'être. Et d'autres partenaires sont venus s'ajouter à la France. Je parle bien sûr des États-Unis et de l'État d'Israël. Quand on parle, effectivement, si Hassan a parlé du cabinet noir, des luttes, des successions qui d'ailleurs, à mon sens, pas aucune espèce d'importance, puisque le vrai coordinateur et ordonnateur, c'est Azoulay.
Azoulay qui reçoit ses ordres de Paris, de Washington et de Tel Aviv. Tout le reste, ils sont là pour se partager la tarte qu'il y a et d'une certaine façon, laisser les miettes à une classe moyenne, d'ailleurs, qui se rétrécit de plus en plus. C'est la classe, j'allais dire, des vulnérables qui s'agrandit le plus. Et donc, de ce côté-là, il y a péril en la demeure pour ces soutiens, justement, pour la France, les États-Unis, l'État d'Israël. Il y a une situation très dangereuse parce qu'il peut y avoir un dérapage irrattrapable et tout simplement, il y a ces jeunes, et encore une fois, le qualificatif de jeune a son importance, c'est-à-dire c'est un cheval fou qu'on ne peut pas, d'une certaine façon, dompter, c'est une locomotive qu'on ne peut pas arrêter. C'est une jeunesse décomplexée. C'est une jeunesse décomplexée, et surtout avec les réseaux sociaux. Oui, d'un côté, qui maintenant sait ce qu'elle veut, un Maroc de liberté, un Maroc de justice, un Maroc de dignité, encore une fois, avec le comparatif défavorable qu'ils font avec notre pays. Et de l'autre côté, il y a une gouvernance qui est absente avec cette crise de succession où les gens se battent non pas pour le bien du peuple marocain, mais pour, j'allais dire, d'une certaine façon, préserver leur intérêt, bien sûr, et leurs privilèges. Et de ce côté-là, la France a beaucoup investi dans le Maroc et elle continue de le faire. Aujourd'hui, après la disparition de la politique de la France-Afrique, c'est le Maroc qui a remplacé la politique de la France-Afrique en mettant une tête de pont de la France vers l'Afrique de l'Ouest, qui était l'Afrique colonisée, la partie de l'Afrique colonisée par la France. Il y a pour les États-Unis, bien entendu, un pays stratégique dans sa lutte contre les deux autres grands de cette planète. Et il y a bien sûr pour Israël, aujourd'hui, un nouveau partenaire au Maghreb dans sa folie de pouvoir dominer le monde arabe et pour développer ses plans d'expansionnistes, l'un et l'autre, l'un avec la Palestine et l'autre avec le Sahara occidental. C'est le régime, justement, pardon Samy, qui se vante un peu de ses soutiens, quand on a avec soi Paris, Washington et Tel Aviv. C'est quand même des soutiens de taille. Mais j'ai envie de dire, et je suis incapable de traduire en français, la volonté d'un peuple parfois... Effectivement, vous avez entièrement raison. Parce que je vais vous dire une chose, que le vent de la décolonisation est en train de souffler fortement au Maroc. Et bien sûr, la province sioniste et le protectorat français doivent quitter ce pays avec perte et fracas parce que personne ne pourra arrêter le vent de la révolution, de la décolonisation au Maroc. Un peuple qui a souffert, un peuple qui a été victime de la répression. Et bien sûr, ce qui va se passer dans les prochains jours, nous imaginons des scénarios, les pires scénarios qui vont se développer dans ce pays, à savoir que, en premier lieu, nous devons constater... Le pire pour eux. Pour eux, bien sûr. Le pire pour eux. Bien sûr, le pire. Ce que nous constatons actuellement, c'est que le fossé entre le Makhzen et la population est un fossé irréparable que personne ne peut colmater. Donc, la population est dans une position politiquement radicale où les slogans vont évoluer et de l'autre côté du Makhzen, bien sûr, les pratiques vont revenir, les pratiques de la répression et de la tyrannie vont revenir très fort et nous pouvons imaginer une instabilité et une insécurité qui va s'installer dans ce pays et croyez-moi, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique seront compromis dans ce pays. Ça ne fera pas plaisir aux amateurs de football. Samy, vous vouliez rajouter quelque chose? Que l'on a longuement parlé de la vision internationale des pays, etc., du sionisme, etc. Il faudrait rappeler un fait marquant. Au cours de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le criminel et barbare Netanyahou a prononcé son discours. De nombreux représentants et autres ambassadeurs ont quitté la salle. Des représentants d'Asie, d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine. Le Maroc est resté. Ouais.
Avec 2 autres pays. Voilà. Bah, vous Oui. les connaissez, d'accord. Ouais. Alors, vous aviez parlé justement de scénarios et on va conclure avec ça. Les scénarios possibles, c'est l'amplification de ce mouvement, une répression plus ferme et plus atroce ou une récupération politique? En tout cas, une révolte est née. Une révolte avec, j'allais dire, des critères nouveaux. La jeunesse, les réseaux sociaux, des motifs très importants, la justice sociale, la liberté, la dignité, face à une situation dégradée, irrattrapable, une guerre de succession dans le palais qui fait grand bruit, une conjoncture internationale, j'allais dire, turbulente. Et par conséquent, je dis une chose, je suis de ceux qui pensent que ces jeunes maintenant ont besoin d'être aidés de l'extérieur. Je me rappelle, le président Chadli, Allah yarhamou, il y a eu le film L'Attentat, Oui. qui racontait l'histoire le meurtre de Mahdi Ben Barka. Ben Barka, oui. Et les nôtres ont eu l'intelligence de le passer, et la région, le Maroc de l'Est, Oujda et compagnie, ont vu le film. Ils nous ont redemandé de le remettre 5 fois, revoir l'attentat. C'est-à-dire qu'il y a une réceptivité chez le peuple marocain pour, d'une certaine façon, pouvoir changer l'ordre des choses. Non pas, c'est pas de l'ingérence, c'est pour dire que de toute façon, ceux qui nous ont donné un coup, il faudrait qu'on leur rende 2 coups. Et donc, il est possible, non seulement, je parle des jeunes Algériens, avec les réseaux sociaux, mais des jeunes à travers le monde qui sont des hommes et des femmes épris de justice et de liberté, qui peuvent venir, j'allais dire, d'une certaine façon, renforcer ce mouvement des jeunes Marocains contre justement l'indignité et l'injustice qui est perpétuée par le régime du Barça. Alors, il nous reste quelques secondes, je vous laisse conclure, monsieur Voilà, je vais Kazim. vous dire que vous savez qu'on nous a toujours présenté le Maroc comme étant un grand géant dans le Maghreb et en Afrique, mais au fin de compte, c'est un géant au pied d'argile. Au pied d'argile. Vous parlez de ce groupe de hackers, Jabarot, qui ont réussi à faire exploser les bases de données et à pirater pratiquement les bases de données les plus importantes, y compris celles du foncier du Maroc sur les 2 dernières années. Et vous avez vu, c'est des informations qui ont été mises en ligne et qui a dévoilé une corruption à grande échelle de toutes les personnalités du Marzène qui ont réussi à se faire acquérir des patrimoines somptueux et bien sûr à voler le patrimoine des Marocains. Et parmi ces personnalités, vous avez Boreta qui a été piégé. Donc le Maroc se fait piéger avec sa propre logique de vouloir espionner tout le monde. Et maintenant, il se fait avoir. Et l'invulnérabilité numérique tant vantée par le Maroc, elle part en fracas et elle est détruite. La corruption, la dénonciation de la corruption est un mot d'ordre chez les jeunes actuellement dans la... Donc c'est très important. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. J'espère que vous me comprendrez, Sami Qaïdi, on n'a plus le temps. Je vous promets de vous donner le dernier mot la prochaine fois. Promis. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir pour nous éclairer justement sur ce qui se passe au Maroc. Merci à vous, merci à l'équipe technique du Studio 2 et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.